Ce livre est né d'une idée qui n'est pas récente. Ça fait depuis plusieurs années qu'on évoquait avec Farouk la possibilité dans la collection Études palestiniennes de consacrer un livre à la question des grandes puissances dans le problème palestinien. Ça va de soi, d'une certaine manière. Je dirais, ce n'est pas une idée originale ou extrêmement surprenante, puisque le problème palestinien est né d'une décision prise par l'ONU et que l'ONU n'a pas appliquée, et il a été internationalisé très vite. Donc c'est tout à fait normal de s'intéresser au rôle de ceux qui ont créé comment on dirait, approfondi le problème au fil des décennies par leur politique. C'est aussi naturel de choisir ce thème dans la mesure où l'expérience le montre maintenant clairement, il n'y a pas d'issue si on laisse Israéliens et Palestiniens face à face. C'est le pot de fer contre le pot de terre, et il est clair pour tout le monde, pour tous les observateurs, quelle que soit leur opinion sur le conflit, que la solution viendra nécessairement d'une action conjuguée des grandes puissances, qu'elles soient internationales ou régionales. Donc, je dirais rien que de normal avoir pensé ce livre et l'avoir réalisé avec tous ceux qui y ont contribué. Mais je dirais, et c'est à ça que je voudrais consacrer ces quelques mots, que ce qui s'est passé cet été à Gaza et ce qui se passe depuis, y compris aujourd'hui même, c'est une véritable leçon de choses pour ce qui concerne le rôle des grandes puissances internationales et régionales. Car l'agression israélienne contre la bande de Gaza a bénéficié des complaisances, voire des complicités, parfois même actives, des puissances internationales et régionales. Et pas seulement, comme nous avons l'habitude de les dénoncer, les États-Unis ou l'Union européenne, dont on sait quel rôle actif pour l'un, inactif pour l'autre, ils jouent dans le problème. Mais aussi, par exemple, et c'est bien de le rappeler à ceux qui n'ont pas vu que l'Union soviétique n'existait plus, mais aussi la Russie, qui a été du côté d'Israël cet été. De même que, de manière moins spectaculaire, la Chine, qui n'a pas, contrairement à son habitude, pris position en faveur des Palestiniens. Sans oublier, mais je laisserai Farouk nous expliquer ça, l'Égypte, mue par sa haine des frères musulmans, et la plupart des pays arabes qui, au sein de la Ligue arabe, se sont alignés pendant le conflit sur les positions égyptiennes. Donc on avait, et c'est quand même la première fois, aussi clairement, des dirigeants arabes qui étaient du côté d'Israël plutôt que du côté du Hamas ou du djihad islamique. Les seuls gouvernements qui aient sauvé l'honneur, si l'on peut dire, ce sont, sauf la Colombie, les gouvernements d'Amérique latine, qui pour la plupart ont même rappelé leur ambassadeur pendant le temps de l'agression. Cette attitude, sans doute plus visible qu'autrefois, plus nette qu'autrefois, a beaucoup choqué les opinions. Et à partir du moment où il est devenu clair que l'opération israélienne était une opération destinée à multiplier les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité, à massacrer aussi largement que possible la population de Gaza, on a vu effectivement le bilan éclater aux yeux de millions de gens à travers le monde. Je pense évidemment aux 2145 morts, dont 70% de civils, dont plus de 500 enfants, enfin mineurs, enfants et adolescents. Je pense aux 5 milliards de dollars de destruction. Je pense aux 100 000, et ils sont toujours déplacés,
du fait des destructions. Bref, cette réalité du bilan de l'agression israélienne a rendu progressivement la propagande israélienne inaudible, ou difficilement audible pour un très grand nombre d'hommes et de femmes à travers le monde. Et il s'est passé un peu la même chose qu'en 1982 avec Sabra et Shatila, ou en 1988 avec la répression de la première intifada, ou en 2002 avec la seconde intifada, ou en 2008-9 avec l'opération Plan Durci. On a vu un décrochement de l'image d'Israël dans l'opinion internationale. D'où la multiplication en plein été, c'est pas l'habitude de manifester l'été, de manifestations très importantes, pas seulement en France, mais aussi au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, mais aussi au Canada, c'est-à-dire dans des pays qui sont très pro-israéliens du point de vue de leur direction. On a vu aussi, pas seulement des manifestations, mais une espèce de développement très rapide du boycott, du désinvestissement, des sanctions, et je pense là pas seulement aux BDS militants, mais aussi aux grandes banques, aux fonds souverains, aux grandes entreprises qui ont commencé de manière plus nette, ça s'est accéléré, à se retirer soit des territoires occupés, soit à cesser leur coopération avec les entreprises elles-mêmes impliquées dans la colonisation. Pour une fois, je dirais, je suis vraiment pour une fois, ne m'en veuillez pas, d'accord avec Laurent Fabius, quand le ministre des Affaires étrangères à France Inter, c'était le 2 décembre, a expliqué, il l'a lâché, je ne sais pas s'il avait bien prévu de le dire comme ça, mais il a expliqué que le mouvement diplomatique qu'on sent un peu partout autour de la Palestine était l'expression de la mobilisation des opinions. Pas de raison de ne pas s'en féliciter, même si c'est Fabius qui le dit. Ça a la valeur d'une bonne analyse. Et effectivement, on a eu, je passe vite puisque c'est connu de chacun, cette vague nouvelle qu'on n'avait jamais vue d'ailleurs, à ma connaissance, de reconnaissance parlementaire de l'État de Palestine, avec le Royaume-Uni, avec l'Irlande, avec l'Espagne, avec la France, avec la Slovénie, avec bientôt le Danemark, l'Australie et le Parlement wallon. Et 18 décembre, retenez la date, c'est très important, le Parlement européen lui-même sera amené à se prononcer. Reste à savoir évidemment si les gouvernements, les grandes puissances donc, feront en sorte que cette évolution se traduise dans leur diplomatie. Dans 2 cas, c'est déjà fait. Et c'est important, parce que c'est une première. C'est le cas de la Suède, et c'est le cas de la Belgique. Voilà 2 gouvernements qui ont reconnu l'État de Palestine, et qui sont venus rejoindre 134 autres États qui l'ont fait bilatéralement. Reste à savoir comment la France va se comporter, notre président de la République, comment le Royaume-Uni va se comporter, comment l'Espagne va se comporter, comment l'Italie va se comporter, sans parler de l'Allemagne où Angela Merkel se refuse par principe à toute critique d'Israël. Le premier test sera prochain, semble-t-il, puisque la Ligue arabe a soumis au nom de l'Organisation de libération de la Palestine au Conseil de sécurité une résolution dans cet esprit. Il s'agit, pour simplifier, d'inverser la procédure qui est issue d'Oslo. C'est-à-dire de ne plus se polariser sur des accords intérimaires en renvoyant aux calendes les dossiers fondamentaux, la question des frontières, la question de la capitale, la question de la sécurité, la question des colonies, la question des réfugiés, mais de fixer d'abord le cadre et les délais afin de permettre une négociation véritable, sans doute, dans un cadre internationalisé.
et non plus un face-à-face. C'est l'esprit de la résolution qui, le projet est clair, fixe les frontières de 1967, du 4 juin 67, fixe la capitale, à Jérusalem-Est, et prévoit 2 années pour finir la négociation, c'est-à-dire pour aller au bout de la décolonisation. Pour que ça passe, il faudrait évidemment, comme vous savez, le système onusien, d'une part, avoir 9 voix favorables au Conseil de sécurité, ce qui impose le projet de résolution, quelle que soit l'opinion, y compris celle des 5 grands titulaires du droit de veto. C'est ce qui avait manqué la première année à l'OLP, il n'y a eu que 8 voix, donc on n'avait même pas pu tester l'utilisation du droit de veto ou non par les États-Unis. Et puis ensuite, il faut savoir si un des 5 grands, en l'occurrence les États-Unis, utilisera ou non son droit de veto. Je dois dire que partout où je vais, l'opinion générale est que, bien sûr, les États-Unis vont utiliser leur droit de veto. Ce bien sûr, à mon avis, est de trop. C'est-à-dire c'est vraisemblable, mais visiblement, il y a des efforts très importants mis en œuvre par la diplomatie américaine pour ne pas avoir à utiliser le droit de veto. On a appris aujourd'hui que Kerry avait convoqué Benjamin Netanyahou à Rome pour parler avec lui de la situation. À mon sens, ça n'est pas compréhensible, cette hésitation, indépendamment de la situation plus générale, et notamment de la coalition arabo-occidentale ou occidentalo-arabe contre Daesh, vis-à-vis de laquelle ça ferait désordre, évidemment, d'utiliser le droit de veto contre la Palestine au moment même où on prétend coaliser les forces. Bref, on est devant une situation où les grandes puissances vont être tenues de se prononcer. Il n'y aura pas de faux-semblants, de fuite possible, il y aura vraisemblablement une obligation pour elles de se prononcer. D'autant qu'en cas de veto, l'OLP a prévenu qu'elle aurait recours à sa bombe atomique, c'est-à-dire la signature des 122 organisations et conventions de l'ONU, y compris la Cour internationale de justice de La Haye et la Cour pénale internationale. Je vous annonce d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, que hier, l'État de Palestine a été élu comme État non membre, comme à l'ONU, de la Cour pénale internationale. Donc on est dans une période d'avancée très nette. C'est un mouvement important, tout ça, je crois qu'on le sent bien. C'est un essai qui reste à transformer. Tant qu'on en est aux résolutions parlementaires, ça n'a pas de valeur contraignante, évidemment. Mais je crois que la complaisance qui avait régné en juillet et en août serait absolument inexcusable aujourd'hui, après la multiplication des provocations auxquelles le gouvernement israélien s'est livré depuis la fin de l'agression contre Gaza. Je rappelle l'annexion des 400 hectares, c'est la plus grosse annexion en termes territoriaux depuis 1967. Je rappelle aussi l'annonce de milliers de logements nouveaux dans les colonies. Je rappelle, on s'en est aperçu évidemment, la provocation incroyable consistant à remettre en cause le statu quo de l'esplanade des mosquées et du mont du Temple, si on veut l'appeler comme ça. Et la dernière en date, c'est aujourd'hui même, comme vous le savez, l'assassinat de sang-froid d'un ministre de l'autorité palestinienne, Ziad Abu Ain, qui manifestait absolument pacifiquement, ça se voit sur les vidéos auxquelles on a eu accès, avec les quelques 200 ou 300 Palestiniens. Il y a là, de toute évidence, un franchissement très net
de la ligne blanche ou de la ligne jaune, comme on veut l'appeler, qui appelle des réactions. Ne pas réagir, ne pas tirer les leçons de ces provocations, passer Gaza par perte et profit, ce serait évidemment, pour les grandes puissances, et notamment pour la France, confirmer une incapacité totale à jouer leur rôle dans la solution du conflit israélo-palestinien. Voilà. Voilà Bertrand. Les notaires t'ont libéré? Ah, les salauds. Franchement, c'est sûrement ceux qui ont le plus à se plaindre. Hein. Je donne la parole à Farouk peut-être pour que tu te poses. Voilà. Que je reprenne mes esprits, sinon je vais dire des grossières. Non. Et non, mais on ne parle pas des notaires. Hein, oh, je ferai mon intro là-dessus. Ah bon, d'accord. Farouk. Ok. J'ai usurpé les fonctions de Chloé. Mais non, je vous permettez. C'est l'habitude. Merci. Je voudrais d'abord porter ma casquette d'éditeur pour dire quelques mots sur cette collection études palestiniennes qui a été lancée aux éditions Actes Sud, dans la collection dans le département Sinbad. Comme vous le savez, la revue d'études palestiniennes publiée par l'Institut des études palestiniennes à Beyrouth, malheureusement, a été obligée d'arrêter sa parution en 2008, fin 2008, et l'idée a été de publier 1 ou 2 livres, ou 3 éventuellement, par an, sous le titre Études palestiniennes, des ouvrages collectifs surtout, mais aussi parfois l'ouvrage d'un auteur consacré à la question palestinienne. C'est une coédition qui est faite par l'Institut et Actes Sud. Jusqu'à maintenant, il y a eu 6 ouvrages. Dominique a été l'éditeur scientifique d'un livre sur un débat extrêmement important et qui a agité les milieux palestiniens et pro-palestiniens dans le monde, qui est celui d'un État, 2 États, comme solution à la question palestinienne. Et puis il y a eu 2 livres, à mon avis, extrêmement importants, de l'historien palestinien Walid Khaledi, qui est un peu le père de l'école historique palestinienne. L'un qui regroupe ses articles sur la Nakba, et le livre s'intitule La Nakba. Walid Khaledi a été l'un des premiers à mettre le doigt sur l'offensive israélienne importante, le fameux plan D, entre le vote de la résolution de partage par l'ONU et la guerre et l'annonce de la création de l'État d'Israël en mai 1948. Et puis l'autre, c'était sur la guerre de 1948. Et ce livre est en relation un peu avec ce que je vais dire sur l'attitude des pays arabes concernant la question palestinienne. Quand Dominique m'a proposé d'écrire un article sur le monde arabe comme puissance, je lui ai dit que ce serait plutôt l'article sur le jeu des impuissants. Le jeu des puissants, bon, c'était un article sur les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, avant l'Union soviétique, puis la Russie, sur des forces régionales importantes, notamment l'Iran et la Turquie. Et puis il y a les pays arabes qui ont été impuissants, qui sont impuissants aujourd'hui, qui l'ont été depuis la Première Guerre mondiale. Et mon rôle a été de suivre un peu les étapes de l'engagement et du désengagement des pays arabes concernant la Palestine. Le désengagement, je commencerai par là, a été aussi un thème assez débattu ces derniers temps, parce qu'on a parlé non seulement d'un désengagement de la part des États, des gouvernements, mais même d'un certain désengagement de la part de l'opinion publique. On a souligné par exemple que durant ce qu'on a appelé le printemps arabe,
l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu du Maroc jusqu'au sultanat d'Oman, la Palestine n'était pas un thème central, le conflit israélo-arabe n'a pas été un thème central dans ces manifestations comme il est d'usage. En fait, quand on étudie la question d'un peu plus près, on voit qu'il n'y a pas un désengagement, mais il y a ce sentiment général que on ne gèle plus les contradictions internes, les conflits internes, les antagonismes sociaux et politiques dans le cadre de chacun des pays arabes au nom de la sacralité de la question palestinienne. Bon, cela a été évident dans un pays comme l'Égypte, par exemple. Dans les manifestations, les rassemblements de Place Tahrir, on a parlé, il y a eu des slogans concernant la Palestine, mais c'est évident que le problème central était la question sociale et la question politique égyptienne. Bon. Pour la Syrie, n'en parlons pas. C'est-à-dire, c'est évident qu'avec le désastre syrien aujourd'hui, que la préoccupation principale de la population syrienne n'est pas la question palestinienne. C'est une évidence. Mais cela ne veut pas dire que les populations de ces pays ne se mobilisent pas immédiatement pour la question palestinienne dès qu'il y a quelque chose d'urgent, dès qu'il y a urgence. L'agression israélienne contre Gaza en été a été un exemple. Dès que cette agression a commencé, on a vu qu'il y avait une véritable rupture en Égypte entre les gens favorables à l'ancien régime ou au tout nouveau régime, celui de Sisi, bon, et une partie importante de l'opinion, notamment les jeunes de Place Tahrir, sur la question de Gaza, le gouvernement égyptien ayant une attitude plus qu'ambiguë, on peut dire même et il y a des journalistes qui l'ont exprimé d'une manière très nette à la télévision et à la radio égyptienne, que nous sommes clairement pour Netanyahou. Et il y a dans l'opinion publique des journaux aussi, des articles, etc., qui, au contraire, et il y a une mobilisation dans la société civile pour l'envoi de convois humanitaires vers Gaza. La même chose, quand on suit un peu les déclarations des activistes syriens, bon, on voit exactement la même chose, une sorte d'élan immédiat, spontané, pour le soutien à la Palestine, avec une certaine amertume. Pourquoi il n'y a rien pour nous, quoi? Pourquoi nous, on est sous les bombes et personne ne se mobilise pour nous? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas cet élan habituel pour la Palestine. Alors, si je reviens un peu en arrière, ce que j'ai fait dans cet article, c'est que j'ai suivi l'évolution historique en 4 ou 5 étapes, en montrant à chaque étape pourquoi, quelle est la raison de l'impuissance arabe face au conflit judéo-arabe au début et puis israélo-arabe après la création d'Israël. Durant entre les deux guerres, durant la première période, il y avait en fait un seul pays arabe qui existait vraiment, c'est l'Égypte. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant la Première Guerre mondiale. Mais après la Première Guerre mondiale, c'est là qu'on note l'existence de l'État de Syrie, du Liban, de Transjordanie, d'Arabie Saoudite, etc. Et que, étant donné les promesses contradictoires faites par la Grande-Bretagne, d'une part au mouvement sioniste à travers la déclaration Balfour, et auparavant au shérif Hussein de la Mecque pour la constitution d'un État arabe indépendant, la Grande-Bretagne s'est trouvée obligée, entre les deux guerres, de ménager d'une certaine manière, tout en étant l'allié du mouvement sioniste, mais de ménager un peu ses protégés arabes, c'est-à-dire les Hachémites, en
donnant aux Hachémites un royaume en Irak et un émirat en Transjordanie. Et depuis cette date, la démarche principale de l'émirat Abdallah de Transjordanie a été d'essayer de mettre la main d'une manière ou d'une autre sur la Palestine. Qu'il s'agisse des projets de partage, comme cela a été le cas avec la commission Peel durant la grande révolution palestinienne, ou plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, je reviendrai, l'idée principale de Abdallah était soit de constituer un grand État arabe sous domination, la Grande Syrie sous sa propre domination, ou de reconstituer un croissant fertile sous sa domination et celle de son frère Faisal, ou plus tard Razi, et plus tard le jeune Faisal en Irak. Et cela l'a mis en conflit permanent avec le mouvement national palestinien. Les Égyptiens, avant la Deuxième Guerre, étaient aussi totalement absents de la scène politique palestinienne, complètement absents, avec une volonté d'intervention, notamment durant la révolution palestinienne, en accord avec le roi Abdelaziz d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui venait d'être créée, quoi. Bon. Et après la Deuxième Guerre mondiale, justement, on a assisté à la naissance de deux axes arabes, un axe hachémite et un axe égypto-saoudien, et leur lutte, leur conflit vont marquer l'histoire de la question palestinienne jusqu'à la chute, grosso modo, de la monarchie en Irak. L'un des aspects les plus troublants de tout cela, c'est la politique de l'ensemble des pays arabes après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la guerre de 1948. Car ce qu'on constate, c'est que, et cela ne concerne pas seulement les gouvernements, mais aussi les faiseurs d'opinion, c'est qu'il y avait grosso modo on balançait entre deux attitudes. La première, c'est de dire, c'est quoi? Il y avait une ignorance totale de ce qu'était le Yishuv, de ce qu'était l'établissement juif en Palestine. Une méconnaissance totale. Il n'y a pas un seul livre qui est paru durant toute cette période, qui décrit un peu qui sont ces gens-là. Qui sont ces gens qui sont venus d'ailleurs pour s'installer ici, qui prétendent faire un État, etc. Il n'y a pas un seul livre, une seule étude sérieuse, plus ou moins sérieuse, qui a été publiée en langue arabe. Donc on balançait dans l'opinion entre deux extrémités. Soit c'est rien du tout, ce sont des gens, on peut souffler, si les Arabes soufflent, ils vont disparaître, ou bien ce sont des gens absolument imbattables, et on sortait tous les mythes, le grand complot judéo-messianique, toutes les théories complotiques, toute la complotite qui existe d'ailleurs jusqu'à maintenant chez beaucoup de gens. Et du point de vue des gouvernements, c'était une absence totale, mais absolument incroyable de coordination. Walid Reddy, justement, que j'ai cité, montre d'une manière très nette comment les pays arabes vont décider d'intervenir en Palestine le jour où la Grande-Bretagne va mettre fin au mandat, donc le 15 mai, et qu'ils vont faire la guerre, qu'ils vont entrer en Palestine le 15 mai. Et la première réunion des chefs d'état-major arabes pour coordonner un peu leurs interventions a eu lieu le 30 avril, 2 semaines seulement avant l'entrée en guerre. Et plus encore, le plan d'intervention n'a été bouclé que le 11 mai, et il a été remis en cause à la demande du roi Abdallah
le 14 mai, c'est-à-dire le jour où Ben-Gurion s'apprêtait à annoncer la création de l'État d'Israël. Ce qui fait que la guerre a été menée d'une manière absolument catastrophique et avec les résultats qu'on sait. Autre chose importante, c'est qu'il y avait une sorte d'unanimité dans tous les États arabes durant cette période qui est contre toute autonomie palestinienne de décision. Bien entendu, celui qui représentait un peu cette autonomie à l'époque n'est pas quelqu'un de très fréquentable. Ahmed Husseini, le moufti de Jérusalem, et qui avait commis des horreurs pendant la Grande Guerre en se présentant comme un allié de l'Axe et en étant à Berlin même pendant la chute de Berlin. Mais il était un peu il représentait l'idée d'une autonomie palestinienne face aux pays arabes. Ce qui fait que après la défaite de 1948, quand il a constitué à Gaza un gouvernement de toute la Palestine, tout de suite et immédiatement, ce gouvernement a été combattu par les Hachémites qui ont, eux, le roi Abdallah qui a organisé 2 congrès à Jérusalem en demandant que la Cisjordanie et Jérusalem soient rattachées à l'État jordanien. Et cela a duré, en fait, comme je l'ai dit, durant toutes les années 50. Durant toutes les années 50, on a l'impression, quand on regarde de près toute la démarche de chacun des pays arabes, que la question palestinienne a été d'une certaine manière gelée. Elle n'a pas été gelée pour les Palestiniens, parce que dans les camps de l'exil, il y avait déjà des jeunes qui s'organisaient, de petits groupes qui se formaient, des fédaïnes qui commençaient à faire des opérations en 54, 55, etc. Mais la grande affaire à l'époque, c'était la pactomanie américaine, c'est-à-dire les États-Unis qui, pour le containment, comme on disait, pour contrecarrer toute avance de l'Union soviétique dans la région, voulaient faire des pactes avec tous les pays arabes et avec Israël en même temps. Cela n'a pas marché. Finalement, les Américains décident de regrouper un certain nombre d'États arabes alliés avec eux, et le grande affaire durant cette période, c'était entre ceux qui voulaient faire partie de ces pactes, comme l'Irak, entre autres, ou ceux qui s'y opposaient, comme Nasser et la Syrie. Mais aucun pays arabe n'était favorable à la constitution d'une autonomie, d'une autorité, d'une instance représentative des Palestiniens. Et l'exemple le plus extraordinaire à l'époque est venu en 1959, quand le colonel Qassem en Irak, qui après la révolution contre la monarchie, la chute de la monarchie, a proposé la création d'une république palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Et ce projet a été combattu d'une manière virulente, et par Nasser et par le roi Hussein. Nasser, sans doute, parce qu'il était en conflit ouvert avec Qassem, qui refusait d'adhérer à la RAU, à la République arabe unie, et le roi Hussein, parce que, par définition, il était contre toute autonomie, toute indépendance palestinienne. On voit aussi de très près, et il y a eu des analyses très fines qui ont été faites sur la politique des différents pays arabes quand l'OLP a été constituée en 1954. Bon, 64, pardon, en 1964. C'est-à-dire, quelle a été l'attitude, par exemple, de l'Égypte devant cela? L'Égypte voulait qu'il y ait une instance palestinienne à l'époque, mais il a voulu sous son contrôle. Ce qui fait que chaque fois qu'il y avait une démarche palestinienne du temps de Choukairi à l'époque, pour constituer une force militaire à Gaza, et cela a été refusé, mais d'une manière très nette, par le gouvernement égyptien.
de peur probablement qu'il y ait des provocations et qu'ils ne soient entraînés vers un conflit auquel il n'était pas préparé. Malheureusement, il a été entraîné pour un conflit auquel il n'était pas préparé en 1967, avec encore les conséquences qu'on connaît. Et depuis cette guerre, et puis la guerre d'octobre, on assiste, d'octobre 73, bon, la guerre dite de Ramadan, dans notre jargon, et après, c'était encore une fois une unité de façade derrière l'OLP. Cela a été très net pendant un an, en 1974, une année faste, l'année où Arafat à l'ONU, l'année où tout le monde était derrière lui. Et puis, on sait que Sadat était déjà séduit par les sirènes de Kissinger et se préparait à faire cavalier seul et aller vers une reconnaissance mutuelle avec Israël, et que la Syrie, l'autre pays important, et l'Irak de Saddam Hussein, enfin c'était de base, Saddam n'était pas encore le principal acteur en Irak, et ont été de créer des organisations palestiniennes satellites, des organisations qui dépendent directement d'eux et qui faisaient partie de l'OIP, mais en fait qui combattaient la politique d'autonomie de décision de Arafat. Un exemple, je crois que c'est important de prendre l'exemple qui est celui de la Syrie. La Syrie, durant les années 80, et probablement a été au centre de la vie politique arabe. Et quand on voit aussi de près quelle a été la démarche du gouvernement syrien face à Israël, c'est la démarche qu'on appelle aujourd'hui, d'un mot qui est utilisé souvent, moumana en arabe, c'est-à-dire qu'on est récalcitrant, qu'on n'accepte pas, qu'on ne marche pas. Mais en quoi consiste cette moumana? Cette moumana consiste premièrement à geler le front du Golan, et en fait il a été gelé depuis la signature des accords avec Israël en 1974 jusqu'à aujourd'hui. Bon. Deuxièmement, à refuser de faire des concessions, et donc de suivre la voie de Sadat. Troisièmement, d'essayer toujours d'empêcher toute démarche palestinienne indépendante. Et les exemples de ce qui s'est passé au Liban, la scission de l'OLP, le siège de Tripoli, des camps de Tripoli, et tout ce qui s'est passé après, est significatif de cette politique. Donc, durant toute cette période, c'était l'ensemble des pays arabes essayaient d'empêcher une démarche autonome palestinienne. Quand cette démarche a eu lieu, après, je vais terminer, quand cette démarche a abouti à quelque chose, c'est-à-dire avec la signature des accords d'Oslo, avec tout ce qu'on peut dire sur ces accords de négatif, c'est là qu'il y a eu peut-être un début de désengagement, cette fois, du côté de l'opinion publique arabe. À partir il y a, d'après, chaque fois qu'il y a une révolte palestinienne, c'était avant Oslo pour la première intifada, après Oslo pour la deuxième intifada, bien entendu l'opinion publique était enthousiasmée et marquait son élan vers la Palestine, comme toujours. Mais elle n'avait plus la même position concernant l'autorité palestinienne, par exemple. Et il y avait sans doute beaucoup de réticence à adhérer à la politique de l'autorité palestinienne. Et puis plus tard, avec les divisions interpalestiniennes, cela a été marqué d'une manière un peu plus nette. Bon. Bien
entendu, tout cela nécessite des développements beaucoup plus que j'ai pu le faire, parce que c'est sur un siècle d'histoire. Mais ce qui est important, à mon avis, se résume en 2 points. Premièrement, les États arabes n'ont jamais montré un front uni, réel, face à Israël. Et deuxièmement, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que en continuant à parler de la cause sacrée de Palestine, bon, ils sont obligés d'en parler parce que la cause palestinienne n'est pas seulement une question de politique extérieure pour ces États, mais elle concerne aussi la politique intérieure. Et les contradictions intérieures dans chaque pays arabe, qu'il s'agisse de contradictions de plan économique, social, etc., s'articulent sur la revendication nationale palestinienne d'une manière ou d'une autre. Donc c'est avec tout cela qu'on peut comprendre un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui après les soulèvements arabes de 2011 et la contre-révolution depuis 2012. Voilà. Merci beaucoup, Farouk. Bertrand Badi, à vous la parole. Donc j'ai présenté votre intervention, j'ai donné le nom du titre, le titre de votre papier dans la contribution du livre, mais là j'ai bien indiqué que vous alliez intervenir plus largement sur la place du conflit israélo-palestinien dans les relations internationales et géopolitiques. Voilà, oui, parce que moi je suis un peu le médecin généraliste dans cette affaire. Hein. Je ne suis pas spécialiste d'une région ou d'un aspect de la question, donc je vais peut-être essayer de l'approcher de manière plus globale en vous demandant à nouveau d'excuser mon retard, tout à fait indépendant de ma volonté, puisque j'ai battu un record. J'ai mis 1h30 pour venir du 15e arrondissement. Voilà. Mais comme c'était pour venir vous voir, je n'ai pas fait demi-tour. Sinon, croyez-moi, je l'aurais fait, parce que j'étais épuisé à mesure que défilaient les quarts d'heure. Voilà. Alors, on a ce livre sur la politique des puissances, j'ai compris en arrivant au milieu du débat et de ces échanges qu'en fait on traitait de la politique de l'impuissance. De la politique de l'impuissance, c'est-à-dire de cette incapacité finalement des acteurs, quels qu'ils soient, d'intervenir de manière proactive et efficace dans ce conflit israélo-palestinien. Eh bien, on peut dire exactement la même chose du système international. C'est-à-dire, essayons de comprendre cette impuissance chronique du système international à faire face à une situation qui dure exactement depuis 2/3 de siècle aujourd'hui. Pour essayer de comprendre ça, je crois qu'il faut d'abord saisir une contradiction gigantesque dont la Palestine est victime. C'est-à-dire que la Palestine, le problème palestinien, est en complet décalage, en complète contradiction, en complète rupture avec le système international, et il en est en même temps l'otage permanent. Et cette posture d'otage dont est victime la Palestine dans un système international incapable explique que tous les blocages auxquels on a été successivement confronté. Pourquoi ce décalage? Pourquoi cette rupture? Tout dans la question palestinienne contredit l'identité du système international qui est né en 1945. Ce système international se voulait décolonisateur. Or, la Palestine reste, peut-être avec la Kanaki, la dernière colonisation, la dernière colonie qui existe dans notre système international. Il proclamait dans la Charte des Nations Unies le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ce principe est évidemment totalement violé. Le partage de la Palestine tel qu'il a été voté par les Nations Unies, il ne faut quand même pas l'oublier, on ne le dit plus jamais, ne correspond absolument pas à la réalité actuelle. Et même ce plan de partage contestable au regard des grands principes du droit international, au regard du droit des peuples, n'a jamais été respecté par son principal bénéficiaire qu'est Israël. De même,
aucune des résolutions du Conseil de sécurité qui marquait l'amorce d'une solution n'a été respectée, non seulement par Israël, mais en fait par ce que l'on appelle la communauté internationale. Qu'est-ce que c'est que la communauté internationale? Note en bas de page. Eh bien, en gros, c'est l'OTAN. Hein, c'est à peu près la même chose. J'ajoute que le droit de la guerre n'a pas été respecté et ne l'est toujours pas, non seulement par Israël, mais par ceux qui sont censés promouvoir ce droit et le respect de ce droit, et on pourrait ainsi continuer, c'est-à-dire que tout ce qui fait l'identité du système international que l'on a voulu construire lorsque le nazisme a été écrasé se trouve en contradiction même avec le devenir de la Palestine. En même temps, et c'est là peut-être la grande énigme, la question palestinienne est l'otage de ce système international qui ne veut pas voir cette anomalie. Alors, otage, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux temps, et en fait deux temps qui sont extrêmement douloureux pour la cause palestinienne. Le premier temps, c'est celui de la bipolarité, c'est-à-dire cette façon dont peu à peu la question palestinienne a été absorbée par cette bipolarité qui s'est peu à peu mise en place. En 1947, les jeux n'étaient pas faits. On entrait dans la bipolarité. 1947, c'est en même temps la date du vote du partage et la date officielle du démarrage de la bipolarité. Mais pourtant, ces deux points de départ ne se confondaient pas. L'Union soviétique n'était pas du tout hostile à la création de l'État d'Israël et au partage. L'État qui a le plus été actif pour pourvoir Israël en armes, c'est la Tchécoslovaquie, il ne faut quand même pas l'oublier. Je vous renvoie aux travaux de Laurent Rucker qui montrent ça fort bien. Du côté occidental, on trouvait à peu près toutes les variantes possibles. Henri Laurence montre très bien dans sa contribution au livre que la France était divisée, qu'il a fallu aller chercher Léon Blum et Jules Mock pour convaincre le gouvernement français de voter le partage de la Palestine. Côté britannique, on préférait avoir une position de retrait, et côté américain, Roosevelt, de son vivant, c'est-à-dire évidemment avant le partage de la Palestine, mais alors qu'on en discutait déjà de manière active, Roosevelt n'était pas très chaud. Alors, il y a eu le moment trumanien qui a en quelque sorte projeté les États-Unis au premier rang des défenseurs de la cause israélienne. Et on a vu dès 1947 les États-Unis commencer à utiliser des moyens de pression pour obliger les Philippines, pour obliger le Libéria, menaçant même de rompre le commerce du caoutchouc dont le Libéria était un des principaux acteurs, donc à faire pression sur tous ces États pour qu'ils s'alignent sur les États-Unis. Et ça a été finalement l'une des premières manifestations d'alignement. Et peu à peu, le processus a été très lent. Jusqu'en 1967, là, les choses se sont définitivement figées. La bipolarité a façonné, refaçonné, capté, modifié et finalement ordonné le conflit israélo-palestinien. En 1967, l'ensemble des pays du bloc soviétique rompent leurs relations diplomatiques avec Israël. Le conflit israélo-palestinien entre dans le domaine de la bipolarité, et en entrant dans ce domaine de la bipolarité, il est figé. C'est-à-dire que l'on sait fort bien qu'à partir du moment où ce conflit appartient à la grammaire bipolaire, il ne trouvera pas de solution. Il sera une sorte de lieu d'observation et de mesure de la puissance de l'un et l'autre camp. Le phénomène est particulièrement remarquable parce que les puissances régionales non arabes, c'est effectivement ce sur quoi j'ai fait mon papier, vont très exactement suivre cette aspiration.
le Shah d'Iran, qui est attiré par la pactomania dont vous parlez tout à l'heure et l'alliance occidentale, pour montrer qu'il est un bon soldat pro-occidental, va prendre de plus en plus des positions sympathisantes à l'égard d'Israël. L'Iran n'avait pas voté le plan de partage à l'Assemblée générale, mais l'Iran va peu à peu s'aligner sur Israël à mesure qu'Israël apparaîtra comme le représentant du camp occidental au Moyen-Orient. Même chose pour la Turquie, qui va entrer au même moment dans l'OTAN. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le cas du Pakistan. Parce qu'au moment de l'indépendance du Pakistan, nous sommes encore en 1947, Muhammad Ali Jinnah, le père fondateur du Pakistan, tient des propos très favorables aux Palestiniens. Et de ces trois puissances régionales non arabes, le Pakistan est probablement celui qui, le plus nettement, critique ce plan de partage, conteste les projets d'expansion israélienne et ça se présente comme un soutien de la cause palestinienne. Mais à mesure que le Pakistan va être aspiré dans cette pactomanie, puisque le Pakistan va entrer dans le CENTO, parce que le Pakistan, voyant l'Inde filer vers l'URSS et être de plus en plus pro-palestinienne parce que filant vers l'URSS, le Pakistan va peu à peu s'effacer, ne va pas prendre une attitude pro-israélienne comme l'Iran et la Turquie, mais va effectivement se retirer du jeu, quoi, en gros, et on ne va plus l'entendre, sauf que Ayoub Khan, lorsqu'il fait son coup d'État militaire, commence à dire des choses qui ne sont pas très sympathiques pour le peuple palestinien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Iran, il ne faut pas croire que l'arrivée au pouvoir de Mossadegh ait changé les choses. Mossadegh est très prudent sur la question palestinienne. On ne l'entend pratiquement pas. Il y a une seule personne qui, en Iran, et c'est important pour la suite des événements, va être nettement derrière les Palestiniens, c'est l'ayatollah Kashani. L'ayatollah Kashani, c'est le tout début de la révolution islamique en Iran. L'ayatollah Kashani est une sorte de mixte à l'époque entre, disons, un communisme en rupture du Toudé. Le Toudé n'a jamais levé le petit doigt en faveur des Palestiniens. Hein. Le Toudé, c'est le parti communiste iranien. Bon, Kashani n'est pas au Toudé, il est plutôt de sympathie communiste, et il est en même temps un ayatollah qui se revendique comme tel. C'est la grande aventure de la révolution islamique qui va commencer à ce moment-là. Kashani, lui, au Majles, fait un discours très favorable aux Palestiniens et très hostile à Israël. Donc, il va y avoir ce gel de ce conflit, et ce gel va en quelque sorte abandonner la question israélo-palestinienne à une sorte de dialogue mou, feutré entre les deux grands. Hein. La guerre de 67, rappelez-vous, ça a été essentiellement une sorte de tournoi d'observation entre les États-Unis et l'URSS, et 1973, rappelez-vous, l'alerte atomique du 23 octobre 1973, lorsque Nixon va justement montrer à Brejnev qu'il n'est pas question que l'URSS aille trop loin dans le soutien à l'Égypte, au moment où Sharon avait refranchi dans le mauvais sens le canal de Suez, et va déclencher l'alerte atomique, ce qui va complètement figer la situation. C'est-à-dire l'alerte atomique du 23 octobre 1973, ça voulait dire qu'on en prenait pour 15 ans. 15 ans, c'est ce qui sépare de la chute du mur et d'une autre aventure. Alors l'autre aventure, c'est post-1989. Et post-1989, pas de chance pour la Palestine, c'est une autre configuration qui n'a plus rien à voir avec la bipolarité, moi que j'aurais tendance à appeler apolarité, mais cette apolarité se caractérise essentiellement par quoi ? Par une formidable atonie du système international. C'est-à-dire, le système international n'existe plus. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde sans système international, ou un système international qu'on appelle post-bipolaire, parce qu'il est tellement atone, il est tellement bizarre, il est tellement amorphe, qu'on continue à l'appeler par ce qui le précédait, c'est-à-dire nous sommes dans le post-bipolaire, et nous sommes dans une logique d'atonie complète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, atonie complète ? Ça veut dire chacun pour soi.
On est dans une logique internationale du chacun pour soi. Alors le chacun pour soi, ça peut être des diplomaties d'une très grande finesse. La diplomatie chinoise est probablement la diplomatie au monde qui a mieux compris ce qu'était la mondialisation. Mais pour le malheur de la Palestine. Pourquoi pour le malheur de la Palestine? Parce que l'intelligence que la Chine a de la mondialisation, c'est dire c'est un truc bon à prendre pour trouver de quoi s'approvisionner en matières premières, en ressources énergétiques et en tout ce dont un pays qui a un taux de croissance de 7% par an a besoin. Donc effectivement, allons faire notre marché dans le monde. Mais bien faire notre marché, on croirait que Xi Jinping et Jiang Zemin et toute la lignée Hu Jintao avaient parfaitement lu Grotius, c'est-à-dire pour faire notre marché, eh bien, il faut avoir la paix au sens le plus vulgaire du terme. Avoir la paix, ça ne veut pas dire faire la paix. Avoir la paix, c'est-à-dire surtout ne pas s'occuper des conflits. Et ne perdons pas notre énergie, ne perdons pas nos vannes, ne perdons pas nos ressources en allant nous mêler du conflit israélo-palestinien, comme d'ailleurs du conflit afghan. Ça c'est assez extraordinaire parce qu'il y a quand même pas très grand, mais un petit bout de frontière entre l'Afghanistan et la Chine, et, pardonnez-moi l'expression, la Chine se tamponne du conflit afghan, n'est-ce pas? Et exactement la même chose pour la plupart des autres conflits. La Chine, c'est l'anti-Hollande, hein, anti-François Hollande, pas anti-Pays-Bas, bien entendu. L'anti-Hollande, c'est-à-dire surtout pas se mêler des conflits qu'il y a dans le monde. Alors, le Sahel, la Corne de l'Afrique, l'Irak, l'Afghanistan, la Palestine, tout ça, on ne s'en mêle pas. Bon. Mais les Spratly, oui, quand même. Ah oui, mais alors là, c'est autre chose. Alors, bon, mon cher Dominique, c'est même exactement le contraire. Parce que quand vous voulez être une puissance émergente, ce qui est le cas de la Chine, vous êtes obligé de passer par une case, comme on dirait dans le jeu de loi, qui est celle de la puissance régionale. Vous êtes obligé d'être une puissance régionale. Et pour être une puissance régionale, là, vous avez besoin de montrer vos dents, de montrer votre force, votre puissance, ce qui ennuie beaucoup la Chine, parce qu'effectivement, ça l'engage dans ce conflit avec le Japon. À un moment, ça l'a engagé dans un conflit avec l'Inde qu'elle arrive peu à peu à maîtriser. C'est autre chose. Le conflit israélo-palestinien n'a rien à voir avec l'affirmation de la Chine comme puissance régionale. Et un de moins. La Russie, puisqu'on est sorti de la logique de la bipolarité, n'est plus en position de condominium. Et le gros problème de la Russie, c'est de se restaurer comme puissance. Et se restaurer comme puissance, ça veut dire retourner là aussi à une autre case, qui est la case impériale. Et c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'on voit bien comment la case impériale vient irriguer certaines marges du Moyen-Orient, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, la Russie est très attentive à ce qui se passe dans le Caucase, et le Caucase, c'est le début du monde musulman, donc il y a une communication entre tout ça, et aussi très intéressé par ce qui se passe en pays kurdes, et notamment au nord de l'Irak, c'est-à-dire, effectivement, la présence de la Russie sur l'échiquier irakien est quelque chose d'absolument fondamental. L'une des erreurs, mais j'ai essayé de les compter, je ne parvenais pas, de la diplomatie occidentale, c'est de croire que l'on peut poser la question irakienne hors de la complicité avec la Russie, ce qui est une chose absolument impossible. Maintenant, la Palestine, même si ça renvoie à des temps où les moines orthodoxes avaient la protection du tsar, n'est plus considérée comme l'espace impérial russe aujourd'hui. Et donc, la Russie a une diplomatie très étrange à l'égard du conflit israélo-palestinien, fait de bonnes relations avec Israël, hein, et faite d'un certain retrait, en tous les cas, par rapport à ce conflit. La Russie participe au quartet, mais elle est généralement muette, ou en tous les cas très en retrait. Bref, ce jeu d'équilibre qui est celui de la Russie face à l'Occident ne joue pas dans le contexte de la scène israélo-palestinienne. L'Europe n'existe plus comme diplomatie. Elle n'existe plus, alors que l'Europe a joué un rôle quand même très fort dans l'évolution du conflit israélo-palestinien, pour le pire et le meilleur. Je commence par le pire parce que c'est surtout, évidemment, la période autour de Suez
et ce qui s'en est suivi, la manière dont on a offert la bombe atomique à Israël, etc., etc., pour le meilleur ensuite. C'est-à-dire que parmi les textes d'efforts traduisant un certain effort de régulation internationale du conflit israélo-palestinien, on doit citer la déclaration de Venise en 1980 et celle de Berlin, qu'on a un peu tendance à oublier, de 1999. Cocorico pour la déclaration de Berlin, elle a été écrite par nos diplomates français, elle a été écrite par ce que l'on appelle vulgairement la rue arabe, c'est-à-dire l'ANEMO, c'est-à-dire la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, et elle a apporté un concept très fort dans la discussion, dans le débat sur un futur État palestinien, en réclamant un État palestinien viable. C'est-à-dire le critère de viabilité, c'est sur lui que se jouera l'avenir. Alors, l'Europe aujourd'hui, elle est distribuée parce qu'il n'y a plus de diplomatie. C'est-à-dire que la déclaration de Berlin en 1999, elle a été imposée par la France à ses alliés. J'ai eu des récits de diplomates français qui expliquaient comment c'est bien en France qu'elle a été rédigée, comment Jacques Chirac, il aura fait quelques petites bonnes choses dans sa vie, donc c'est le moment, pas loin du jugement dernier que de le rappeler, n'est-ce pas? Chirac va vendre à Washington la déclaration de Berlin, le texte de la déclaration de Berlin à Clinton. Madame Albright pousse des cris d'orfraie, et cependant, il persiste et signe, et Clinton donne son accord. Ce qui, quand même, est un tournant très important dans l'histoire des relations internationales. Cet accord tacite d'un Clinton qui dit à Chirac, bah écoutez, moi je ne peux pas dire une chose pareille, vous vous rendez compte, si je disais ça, qu'est-ce qui se passerait, etc. Mais cependant, c'est très bien que vous, Européens, vous disiez ça. Donc Chirac rentre en France, il va à Berlin, où se réunissait le sommet des chefs d'État européens, avec la complicité de Schröder. Schröder, qui présidait la réunion, dit la Palestine, le conflit israélo-palestinien, Jacques, tu as la parole. Jacques sort son texte, sort son papier. Blair rouspète, proteste. Non, on ne peut pas accepter ça. Et à ce moment-là, Chirac aurait eu cette phrase, mais je pense qu'il l'a eu, et écoute, hein, ça va, ton patron est d'accord. Voilà, le récit qui m'a été fait et que j'ai de bonnes raisons de croire juste. Bon, à ce moment-là, ça voulait dire qu'il y avait une vraie diplomatie européenne, et que là, effectivement, l'Europe avait une carte à jouer. L'Europe n'était pas loin, à ce moment-là, de pouvoir s'afficher en position médiatrice. Et puis, il y a eu patatras, le conflit irakien qui a divisé l'Europe en deux, ainsi que vous le savez, enfin plutôt la guerre américaine en Irak qui a partagé l'Europe en deux, et puis il y a surtout eu l'élargissement à des pays de l'Europe de l'Est qui étaient profondément anti-palestiniens et pro-israéliens, et c'en était fini, la France ne pouvait plus s'imposer comme leader diplomatique de l'Europe. Et du coup, suprême punition, eh bien, la France est rentrée dans l'OTAN, la France s'est alignée sur le néoconservatisme, et plus personne maintenant n'aurait l'idée à l'Élysée d'écrire quelque chose qui ressemblait à la déclaration de Berlin. Donc voilà, du coup il n'y a plus de système international, parce que si j'enlève la Chine, si j'enlève la Russie, si j'enlève l'Europe, bon, bien sûr il y a l'Amérique du Sud, qui est peut-être la seule région du monde qui a été à contre-courant, c'est-à-dire qui, à mesure qu'on entrait dans le XXIe siècle, venait apporter son soutien militant chez un Lula da Silva. C'était particulièrement net et remarquable, mais effectivement l'Amérique du Sud ne pèse pas assez lourd pour pouvoir renverser la vapeur. Parce que la seule puissance dont je n'ai pas parlé, c'est celle qui reste, c'est les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est très intéressant, parce que il y a une évolution, Dominique a été le premier d'ailleurs à m'avertir de cela il y a quelques années, de l'opinion publique américaine sur la question israélo-palestinienne. Il y a une évolution très nette quand on passe de George W. Bush à Obama, très très nette. Le père Bush
avait déjà une idée assez précise, assez intéressante. Il y a un verbatim des conversations entre Bush et Mitterrand dans lequel Bush dit « mais moi j'en ai marre de ces pressions à répétition de la part d'Israël, j'aimerais bien faire quelque chose mais je ne peux pas à cause de mon électorat juif ». Et Mitterrand lui répond bah, « si vous saviez, moi, le problème que j'ai chez moi, etc. » Et donc ils se sont lamentés tous les deux, ils ont beaucoup pleuré, et puis on en est resté là. Et ce verbatim existe, il est tout à fait intéressant. Ce qui est intéressant, et je termine là-dessus, c'est que les États-Unis ont profondément changé depuis, alors non seulement l'épisode néoconservateur, mais depuis la période de la bipolarité. Les États-Unis ne sont plus en position d'hégémonie. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup M. Fabius. Il avait beaucoup pleuré l'année dernière lors de cette cérémonie d'anniversaire du CAP en disant « mais c'est affreux, on n'a plus de ce que la science politique appelle « stabilizer » ou benign leader ». Leader bienveillant, il n'y a plus de ça, donc effectivement ça part de partout, etc. Ce qui est nouveau avec la présidence d'Obama, c'est que le président des États-Unis le sait. C'était déjà vrai du temps de George W. Bush, mais George W. Bush ne le savait pas. Là, le président des États-Unis le sait. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'on voit effectivement désormais le président de la superpuissance américaine otage du petit allié. Et ça, c'est un symptôme banal de l'évolution des relations internationales, où le gros devient l'otage du petit, où le fort devient l'otage du faible, où le faible a un pouvoir surévalué par rapport à sa cote normale, et où donc, effectivement, l'hégémone américain, qui peut-être pour la première fois dans l'histoire était décidé à faire des pressions sur Israël, rappelez-vous quand même ce discours, cette annonce faite par Obama disant « il faut un gel des colonisations israéliennes », ce qui n'était pas demandé quand même, c'est même pas le démantèlement, c'était le gel. Et le Premier ministre Netanyahou lui a répondu avec un doigt d'honneur, que j'ose pas mimer ici, mais dont vous voyez très bien ce à quoi il renvoie. C'est-à-dire que, effectivement, la puissance américaine, qui autrefois aurait pu obtenir tout ce qu'elle voulait d'Israël, ne le peut plus parce que nous sommes dans un système international où le puissant ne peut plus faire bouger le petit allié. Le petit allié, qui s'appelle Israël, qui s'appelle Géorgie, qui s'appelle Ukraine, qui s'appelle peut-être demain Moldavie, etc., etc., le petit allié est en position de force par rapport au patron. Et ceci aboutit à quoi ? Eh bien, à la négation même du sujet que j'ai à traiter, c'est-à-dire, du coup, le système international ne peut plus rien face au conflit israélo-palestinien. Il ne peut plus rien, et ça, c'est la meilleure des nouvelles pour M. Netanyahou et d'une façon générale pour les gouvernements israéliens qui se succèdent, puisque l'obsession des gouvernements israéliens, ça a toujours été de tenir le système international à l'écart de ce conflit. C'est-à-dire, on va discuter avec, alors ça c'est même pas petit, c'est avec microscopique que l'on a en face, parce qu'on est en position de force, et donc on peut maintenir le statu quo indéfiniment grâce à cette position de force. Mais le maintien du statu quo, c'est le maintien d'un drôle de statu quo, parce que c'est un statu quo mobile. Ça existe, les statu quo mobiles. Le statu quo mobile, c'est un statu quo à la faveur duquel on transforme peu à peu la carte jusqu'à, effectivement, gangréner la Cisjordanie de tout un tas de colonies qui rend impossible sa construction en État. Je ne veux pas finir quand même sur un goût aussi amer et aussi négatif. J'aurais tendance à vous dire que parce que le système international n'existe plus, il y a autre chose qui se profile à l'horizon, qui est la société civile internationale. Et ça, cette société civile internationale, c'est la seule des forces, le seul des acteurs collectifs qui, d'abord, a une évolution constante de renforcement du soutien à la cause palestinienne, c'est-à-dire l'opinion publique qui s'en fichait dans un premier temps, plutôt favorable à Israël dans un second temps, et maintenant massivement favorable
à la Palestine, si bien qu'un élu qui a envie de se faire réélire, il est bien obligé de voter une résolution qui demande la reconnaissance de la Palestine. C'est un élément nouveau. Il y a quand même eu l'épisode de la rupture du blocus de Gaza par la flottille turque, qui a été quand même un événement extrêmement dérangeant dans ce jeu bloqué. Il y a de plus en plus des mobilisations à travers les boycotts, à travers tout un tas de choses qui de temps en temps envoient d'ailleurs nos compatriotes en prison, il ne faut pas l'oublier. Merci Madame Alliot-Marie, c'était bien elle qui était aux commandes à ce moment. Et Madame Taubira qui n'a pas changé. Oh mais ça, faut pas le dire. Ah bah ah bah oui. Bon, enfin, écoutez, c'est la seule sympa dans le gouvernement. Bon, enfin, écoutez, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une pente, dans cette société civile internationale qui peut-être nous promet à une autre voie. Merci beaucoup pour ces interventions. La parole à la salle. Si vous avez quelques questions, si ça vous va, on peut prendre 2-3 questions. Elles seront peut-être adressées à l'un d'entre vous différemment. Donc, il y a une première question là. Oui. Je voulais repartir de ce que vous venez de dire, parce que on a une première partie sur laquelle on nous a dit donc le système aujourd'hui, j'allais dire, on ne voit pas d'issue dans une relation directe entre Palestiniens et Israéliens. Je crois que c'est Dominique qui l'a indiqué. Ensuite, donc vous nous dites, tous les acteurs internationaux, ils ont tous des bonnes raisons de se tenir à l'écart. Effectivement, du coup, la question, c'est bien celle que vous avez ouverte à la fin, c'est le rôle, en fait, du coup, des opinions. Alors, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, la situation, il y a quand même des éléments nouveaux, qui sont le fait qu'Israël continue à pousser le bouchon de façon tellement épouvantable, que ce soit à Gaza, que ce soit avec les provocations post-Gaza, etc., qui fait qu'il y a quelque chose de plus qui se déclenche là. Et c'est le fait effectivement que les opinions réagissent et quelque part ne supportent plus. Et de ce point de vue-là, ce qui vient de se passer avec effectivement les mouvements de reconnaissance, et notamment en France à l'Assemblée nationale, c'est le fait que jusqu'à présent, on avait une opinion publique, en tout cas en France, sur laquelle il y avait à peu près 70% de la population, tous les sondages depuis quelques années, montraient qu'elle était favorable à, à l'autodétermination et à la création d'un État palestinien, et qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis l'Assemblée nationale, on a aussi 70%, quelque part, des élus qui ont suivi. Donc la question, c'est, après ce premier pas, opinion vers élu, qu'est-ce qui va se passer, élu vers gouvernement, et est-ce que ce n'est pas un nouveau facteur, en fait, d'action un peu moins désespérant, quand même? D'autres questions? Non, Il y a un moi, micro juste, excusez-moi, monsieur. Oui, excusez-moi. Dans la question, Netanyahou, comme vous avez dit très justement, il a l'air de jouer sur du velours. J'ai l'impression qu'il joue sur du velours vers une catastrophe, parce que quand on voit... j'ai du mal à voir d'abord, effectivement, il n'y a plus de solution à 2 États, d'une certaine façon. Ou alors il faudra chasser 500 000 colons, c'est pas évident. Alors, solution à un État, alors est-ce qu'ils vont chasser 2 millions, 3 millions de Palestiniens de la Palestine historique? Ça paraît quand même pas évident aujourd'hui. Donc, où on va je ne vois pas d'autre solution qu'un État. Alors, un État avec apartheid, avec des droits différents, ça ne sera pas très tenable non plus. J'ai l'impression qu'ils ont perdu toute réflexion, d'une certaine façon, leur goût de puissance, mais j'aimerais avoir votre avis aussi. S'il vous plaît. Une troisième question et puis on distribue la parole. Tout à l'heure, le deuxième intervenant, je vous donne ça comme information. Vous avez dit que dans les pays arabes, il a manqué de coordination
ce qui est vrai. Mais il y a eu quelques voix qui ont vu très vite, notamment à partir de la révolution de 1936, quel était le réel rapport de force, et quelle était la situation réelle de la présence sioniste en Palestine. Je vous citerai une dizaine d'articles d'un réformiste algérien qui s'appelle Abdelhamid Ben Madis, qui a écrit dans les années 30 une dizaine d'articles sur la question palestinienne et qui l'a analysé effectivement comme une occupation coloniale et que le mouvement sioniste, appuyé par l'Angleterre, était une tête de pont de l'impérialisme de l'époque, qui allait peut-être un jour être remplacé par un autre impérialisme. Vous trouverez cela, si vous savez lire l'arabe, dans la revue Hurriya du Front démocratique, signée par le poète, celui qui était de passage à ce moment-là en Algérie, qui a fait cette recherche, Asden Manasra, 82-83. Maintenant, je reviens à toutes les belles choses que vous avez dites au contexte international. Oui, laissez-moi parler. Je vous en prie, monsieur. Vous êtes en France et les Français savent très peu de la question palestinienne, de ce qu'est réellement Israël et de ce qu'est réellement le sionisme. Alors faites du travail pour expliquer au peuple français la réalité de cet État, au lieu de faire de grandes analyses et de faire des équilibrations sur tout ce qui se passe, sur la situation internationale. Les Palestiniens, ils savent ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et la société civile, elle est aussi importante. Hein, dans les pays arabes, en Amérique latine, ça commence en Europe, et aussi chez les Palestiniens. Et vous le verrez aux prochaines élections. Alors, c'est ça votre tâche. Votre tâche, c'est d'expliquer aux Français qui en savent très peu et qui sont bouffés par la propagande sioniste et par votre télévision et vos radios. C'est pas les miennes, hein. Merci. Ah ben, les vôtres, c'est celle de la France, je sais rien. Je sais pas, je cherche pas à faire. Merci, monsieur. Moi, je suis de passage depuis un mois, je suis étonné par toutes les fausses informations que donnent les France 2, les France 3 sur ce qui se passe. Merci. Mais beaucoup de Français sont conscients. Hein, Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez-y, bah, du coup, Dominique, peut-être. Plusieurs petites choses au passage. La première, monsieur, vous êtes de passage. Nous, on est là depuis longtemps. Et je peux vous dire que quand on regarde l'évolution de l'opinion française sur la question israélo-palestinienne, c'est une évolution considérable. Et aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde comprend tous les enjeux, tout le monde a bien saisi ce qu'était l'histoire du sionisme, ce qu'était l'État créé en 1948, ce qu'il avait fait. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Mais ce qu'ils savent, à 70%, comme le rappelait Didier, c'est qu'il faut que les Palestiniens aient leur État. Et ça, c'est très important. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, en 67, personne ne parlait des Palestiniens et a fortiori ne pensait qu'il fallait un État pour les Palestiniens. Tout le monde, en gros, à part Pierre Vidal-Naquet et encore, et une dizaine d'intellectuels, tout le monde était du côté d'Israël, dont on pensait qu'il allait être exterminé par les méchants arabes. Je veux dire, on n'est plus du tout dans cette époque-là. Je veux dire, l'opinion française a compris beaucoup de choses, et en tout cas des choses fondamentales. Après, qu'il reste toujours un travail à faire, ça me paraît important. Deuxièmement, même sur la question des médias,
je serais plus nuancé que vous. C'est-à-dire, il y a, c'est vrai, sous la pression, notamment du CRIF et des intellectuels organiques, comme on disait dans le temps du CRIF, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, etc., il y a un certain nombre de journalistes qui ont beaucoup pris sur la gueule, si vous permettez l'expression, et donc ce que ça a rendu prudent. Donc ils ne se précipitent pas sur les sujets avec une volonté de dire tout ce qu'il y a à dire. Mais enfin, moi je veux dire, quand je regarde Gaza, ce qui s'est passé en juillet-août, début juillet c'était très, très prudent, très réticent. On a fait écho au discours pro-israélien inédit quand même de François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls, que moi j'ai vu à Évry planter l'arbre de la Palestine à côté de Leila Chaïd en 2003, comme quoi on peut changer, pas forcément dans le bon sens. Mais en même temps, à partir de la fin juillet, début août, on a vu les médias donner de plus en plus de couverture sur les crimes commis par l'armée israélienne à Gaza, sur les victimes, sur les enfants. Rappelez-vous les enfants sur la plage. Toutes nos télévisions, aussi prudentes soient-elles, ou pro-israéliennes soient-elles, en ont rendu compte. Charles Anderlin. Je veux dire, bon, et puis Charles Anderlin est toujours là, malgré l'affaire Al-Doura et le harcèlement dont il est victime de la part de Philippe Karsenty, etc. Donc je nuancerai, hein, quand même. Troisièmement, tout à l'heure, on vous redonnera la parole, il n'y a aucun problème. Troisièmement, et ça me paraît plus important, tout ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure amène à une situation où, paradoxalement, il y a des atouts pour les Palestiniens et leurs amis. Parce que le système n'est plus bloqué. Il était bloqué. Et il n'y avait aucune place, aucun espace. Il n'y avait rien à faire. À partir du moment où, pour toutes les raisons que tu as dites, le système n'est plus capable de bloquer quoi que ce soit, c'est à la fois, si rien ne bouge, une carte blanche pour Netanyahou, pour aller au bout des projets qui sont les leurs, mais c'est aussi la possibilité, et c'est pas par hasard qu'on y assiste, d'avoir une opinion publique, une société civile, comme tu disais, qui prend de la place, qui prend de l'espace au point de contraindre les assemblées, on l'a vu dans beaucoup de pays, à faire ces votes. Parce que, ne soyons pas naïfs, beaucoup de ces députés votent, je dirais, pas contraints ce serait trop dire, mais sous la pression des opinions. Parce qu'ils savent que, voilà, enfin écoutez, on connaît quand même les contradictions de la politique du Parti Socialiste sur le problème israélo-palestinien, on pourrait en parler longtemps. Avoir l'unanimité ou presque des députés socialistes qui votent cette résolution, ça signifie quelque part que, il y a eu une prise de conscience que ce qui s'est passé cet été était lamentable de la part du pouvoir et que on arrive à équilibrer les choses avec ce vote. Et je crois que c'est un peu la même chose dans des pays comme, quand même, le Royaume-Uni n'a pas été pro-palestinien, en tout cas pas depuis les années 20, et encore il l'était que à moitié. Il y avait un jeu complexe. C'est quand même eux qui ont mis en place le Moufti de Jérusalem. Oui, tout à fait. C'est important de le dire. Tout à fait. Ils l'ont mis en place pour tenir la population palestinienne. C'est une affaire très compliquée. Après les années 40, c'est autre chose. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un espace qui n'existait pas auparavant et qui peut faire avancer les choses. On verra à l'ONU, puisque là, on est dans une période où il y aura forcément, je le disais tout à l'heure, des prises de position nécessaires de l'ensemble des grandes puissances, de l'ensemble des 5 membres permanents du Conseil de sécurité sur les résolutions présentées. Donc on verra. Mais on sent quand même cette possibilité, disons, pour les sociétés civiles de se faire entendre.
Oui, ça c'est le scénario optimiste. Oui, oui, bien sûr. Pour répondre justement à votre question et prolonger ce que vient de dire Dominique, à propos de l'effet vote à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas vous casser le moral, mais ce n'est pas le Parlement français qui s'est exprimé, c'est l'Assemblée nationale. Il va y avoir bientôt un vote au Sénat, ce n'est pas demain. Ce n'est pas gagné. L'arithmétique électorale indiquerait même que c'est perdu. Ce qui va être une aubaine royale pour tous ceux qui ont mal digéré le vote à l'Assemblée nationale et qui vont dire bah, écoutez, il n'y a pas accord entre les deux chambres, ce genre de résolution ne se prête pas à navette ni à primauté de l'Assemblée nationale. Donc ça va être, c'est là qu'on va voir justement si le gouvernement va l'utiliser comme prétexte pour écarter le dossier. Moi je pense que vous avez tout à fait raison de considérer que ce vote est lié à l'évolution de l'opinion publique et de la société civile française, ça ne fait absolument aucun doute. Mais je pense que c'est le genre d'initiative qu'il fallait prendre, mais qui conduit à une impasse. Il y a deux types de sociétés civiles. Il y a les sociétés civiles qui débouchent directement sur l'État, et si l'État ne veut pas les entendre, c'est parti pour 50 ans, 100 ans. Et il y a les sociétés civiles qui débouchent directement sur la vie internationale, sur la scène internationale et sur l'arène internationale. Il y a la méthode flottille et il y a la méthode vote à l'Assemblée nationale. Ce qui fera bouger les lignes, c'est davantage la première option que la seconde option. C'est-à-dire que là où se joue effectivement une bonne partie de l'avenir de la cause palestinienne, c'est dans le point de savoir, ce que nous ne savons pas encore, si toutes ces mobilisations assez fragmentées, assez peu convergentes jusqu'à maintenant, des sociétés civiles du monde vont donner une opinion publique internationale sur la question palestinienne suffisamment forte pour que ça ait un effet international. 15 millions de gens censés dans la rue le 15 février 2003 n'ont pas suffi à dissuader M. Bush d'aller à la guerre en Irak. Et 15 millions de manifestants le 15 février 2003, c'est le record du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre cause qui a mobilisé davantage. C'est dire le chemin à parcourir, car on est loin des 15 millions dans la rue pour soutenir les Palestiniens. Voilà. C'est-à-dire, consolons-nous comme nous pouvons en reportant nos espoirs sur la pression venant du bas, comme disent certains, venant des sociétés. Je pense qu'on n'est pas encore dans la séquence qui permet véritablement de faire bouger les choses. Quant au gouvernement français, il ne suivra qu'une logique géopolitique dans cette affaire. Je vois mal le gouvernement français dans ses options actuelles où il ne faut pas fâcher les États-Unis, où il ne faut pas manquer à la solidarité occidentale, où il faut se précipiter pour dire qu'Israël a le droit de se défendre, y compris en tuant 500 enfants. Je ne vois pas ce même gouvernement tout d'un coup reconnaître l'État de Palestine et même de voter pour son admission en tant que membre à part entière des Nations Unies. Nous en sommes encore très loin. Il faudrait, à mon avis, pour faire bouger les choses, que les États-Unis prennent les devants, et même si Obama le souhaiterait, on est très très loin de la faisabilité d'un tel scénario. Alors, ça vient valider, monsieur, l'hypothèse que vous nous offriez, c'est-à-dire l'hypothèse catastrophe. Voilà, moi je suis un peu aussi dans le camp des pessimistes en ce moment. Alors, il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est est-ce que véritablement l'oligarchie israélienne est consciente qu'à long terme, tout ceci ne peut que très très mal finir, long terme ou moyen terme. Je pense que nous avons affaire, comme dans beaucoup
de régime, j'allais dire démocratique, mais j'aime pas employer ce terme-là, dans cette situation bien particulière. En tous les cas, régime soumis à élection, tout régime soumis à élection ne connaît qu'une rationalité à court terme. C'est une loi de la science politique. Jean-Paul, on n'a pas beaucoup de lois en sciences politiques, mais on a celle-là, c'est-à-dire l'acteur politique dans un régime concurrentiel n'a qu'une rationalité à court terme. C'est la raison pour laquelle je ne me fais aucune illusion sur la capacité de prendre des décisions favorables en matière climatique, parce que dans le court terme, ça ne sert à rien, ça coûte, mais on n'en voit pas le bénéfice. Le bénéfice arrivera quand on sera sous terre, donc c'est irrationnel de faire les sacrifices pourtant hautement nécessaires. Je me demande si l'oligarchie israélienne, je dis l'oligarchie parce que c'est pas seulement Netanyahou, n'est-ce pas? En fait, Madame Livni et ce qui reste de travaillistes en Israël sont sur la même ligne. Tous ces gens raisonnent sur le court terme, c'est-à-dire gagner une échéance électorale, et gagner une échéance électorale signifie laisser de côté la construction hypothétique d'une catastrophe à moyen terme pour valider l'idée du maintien du rapport de force dont tous les Israéliens savent qu'il leur est plus favorable aujourd'hui qu'il ne serait à l'issue d'une vraie négociation de paix. Et c'est ça le vrai problème. Oui, à propos de la solidarité du monde arabe avec la Palestine et à propos de la connaissance du danger du sionisme, cela a été noté dans la presse palestinienne dès 1915. Je veux dire, cela n'est pas quelque chose de nouveau. Les Palestiniens connaissaient que le sionisme allait les chasser de leur pays, et le disaient. Bon, dans la presse palestinienne, dès 1915, cela existe. Dans les pays, en Syrie et au Proche-Orient en général, puisqu'on rêvait d'un État arabe indépendant et unifié, la question palestinienne paraissait dès le début comme une amputation, c'est-à-dire si les sionismes s'installaient en Palestine, c'était comme si on vous amputait un membre de votre corps. Donc ça a été ressenti très fort. Plus loin, dans les pays du Maghreb, Chanoula a écrit tout un livre sur cela. Dans les pays du Maghreb, dès les années 20, les mouvements nationalistes de différentes... par exemple, Étoile nord-africaine en Algérie, de Messal El Hajj, l'association des oulémas d'El Badis avait très bien noté que ressenti même douloureusement l'affaire palestinienne, parce qu'il s'agissait, ils l'ont expliqué, parce qu'il s'agissait d'une colonisation de peuplement, et qu'en Algérie, c'était une colonisation de peuplement. Donc ils étaient naturellement, ils comprenaient la situation. Et ils ont participé d'ailleurs, les deux, au congrès de Jérusalem, je crois, en 1929. Bon, plus tard, quand il y a eu le vote du partage, les hésitations du gouvernement français concernant le vote venaient en partie aussi de l'opposition de la population, de l'opinion publique dans les pays du Maghreb. Bon, parce que, et d'ailleurs, Abdelkrim, le Marocain, Bourguiba, et même à l'époque Farhat Abbas, qui était le plus modéré en Algérie, bon, tous avaient constitué au Caire, il y avait au Caire un bureau du Maghreb arabe pour l'indépendance, et ils ont envoyé des protestations à Léon Blum, d'abord au gouvernement français, et ce qui fait que Léon Blum a dû faire une pression, à redoubler d'efforts pour arracher du président de la République, Vincent Auriol, la décision de voter le partage. Je veux dire que l'opinion publique a joué un rôle. Ce que je disais, moi, sur la méconnaissance, c'est-à-dire que tout le mécanisme, l'histoire du mouvement sioniste, la complication, les partis politiques, l'organisation sociale, qu'est-ce qu'un kibbutz, qu'est-ce qu'un moshav, tout cela, on ne connaissait pas. Personne n'avait étudié ces questions au fond. Et après la Nakba, après 1948,
des penseurs arabes ont écrit tout de suite que veut dire la Nakba et ont essayé de dire voilà ce qui nous manque, comme Constantin Zohar par exemple, qui était le doyen de l'université syrienne avant d'être le doyen de l'université américaine de Beyrouth, qui a écrit un livre qui est devenu un classique de la pensée arabe contemporaine à propos justement de la Nakba. Mais cela n'a pas empêché les gouvernements arabes de se continuer à se chamailler et d'une part, à se chamailler donc de ne pas offrir un front unique face à Israël, et deuxièmement à ne pas vouloir que les Palestiniens apparaissent comme une force indépendante, autonome, qu'il y ait quelqu'un qui parle en leur nom. Et toute l'histoire de Arafat après 65 s'est démêlée avec tous les pays arabes, venait de là. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a une ou deux dernières questions avant qu'on conclue. Non, bah peut-être Dominique, si tu veux conclure. Ou... Non, je voulais ajouter un mot pour la discussion sur la situation d'Israël. C'est très difficile d'apprécier exactement, parce que le système israélien, c'est un tout petit pays, avec non pas 200 familles, mais 20 familles. Et c'est ces 20 familles-là qui décident de l'orientation politique du pays. On est très loin de la démocratie dont Israël se targue, pas seulement par la situation qui est faite aux Palestiniens occupés, citoyens de seconde zone, mais aussi par la manière dont tout débat politique sérieux est esquivé, et notamment depuis l'an 2000, où l'idée que Barak avait développée, comme quoi Israël n'avait plus de partenaires pour la paix, est devenue une idée consensuelle dans la société israélienne. Cela étant dit, il y a quand même des choses qui me paraissent intéressantes et qui devraient être étudiées dans les semaines qui viennent, notamment avant les élections de mars. La première chose, si vous regardez les textes des appels au Parlement nationaux européens qui ont été lancés par des personnalités israéliennes, d'une part, c'est pas comme d'habitude les militants entre guillemets professionnels de la paix qu'on connaît tous depuis longtemps. C'est des appels très larges, avec un certain nombre non négligeable d'anciens ambassadeurs, de grands écrivains, comme Yoshua Oz ce matin ou hier. C'est vraiment quelque chose qui est large et qui surtout parle de ce dont tu parlais, Bertrand. C'est-à-dire, ce n'est pas des textes à courte vue. C'est des textes qui disent on va à la catastrophe. Et pour moi, qui est comme vous, par exemple, pour ne parler que de lui, connu Elie Barnavi comme ambassadeur à Paris, qui avait été nommé par Shimon Peres ou par Barak, et qui est resté lorsque Sharon a été élu Premier ministre, qui a ici à Paris défendu bec et ongle tout ce qui s'est fait d'horrible, y compris l'opération Rempart de 2002. C'est quand même curieux et intéressant de le voir non seulement signer ce texte, mais s'en expliquer, développer ces choses. Ça, c'est une première donnée. Et c'est vrai d'une série d'appels qui ont été signés depuis un mois. Deuxième élément qui, moi, me frappe quand même maintenant depuis un certain temps, les démographes parlent du million missing en Israël. C'est-à-dire il y a 1 million d'Israéliens qui manquent, qui ne sont pas là, qui sont à l'étranger. Alors il y a là-dedans beaucoup de jeunes, parce que c'est devenu une tradition que les jeunes, avant de partir à l'armée, pour ceux qui y partent, vont se balader à travers le monde, mais c'est aussi beaucoup de gens que Israël prétend avoir comme citoyens et qui n'y sont plus. Est-ce que c'est à court terme? Est-ce que c'est à long terme? Est-ce que c'est définitif? Mais il y a 1 million sur 8 millions, hein, c'est quand même pareil. Et l'immigration dans notre sens. Oui, de gens qui sont partis, quoi. Troisième chose, très intéressante aussi, elle va dans le même sens. On considère, d'après les amis que j'ai consultés là-dessus récemment,
que la moitié, au moins, des juifs israéliens ashkénazes, c'est-à-dire originaires d'Europe, ont été prendre ou acheter un second passeport, en plus de leur passeport israélien. Et c'est un phénomène absolument massif. Du coup, il y a des pays, c'est des pays de l'Union européenne, évidemment. Bon, ça, on ne prend jamais un deuxième passeport comme ça, un beau matin, s'il y a une raison. Donc, je veux dire, il y a là vraiment des signes de doute, et de doute profond. Moi, c'est ça qui m'a frappé la dernière fois que j'étais en reportage en Israël, c'est le doute. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas de doute. On était des gens de gauche, ou des gens de droite, ou des gens plutôt favorables aux Palestiniens, plutôt pas, avec une majorité de plutôt pas, mais des doutes, non. Et là, maintenant, on a le sentiment qu'il y a un doute profond. Et je crois y voir, voir une confirmation de ce doute dans la manière extrêmement curieuse dont Netanyahou fait une provocation, et puis s'il sent que ça se passe mal, recule. C'est ce qu'il a fait sur Jérusalem. Ils ont accepté ou poussé des groupes de colons ultra-orthodoxes et ultra-nationalistes à venir sur l'esplanade des mosquées, ce qui est interdit par le rabbinat israélien depuis 1967. Et puis, quand ils ont vu ce qui s'est passé avec les attentats, et, l'escalade de violence, ils ont assuré au roi de Jordanie et aux autres interlocuteurs que pas question de changer le statu quo sur l'esplanade. L'affaire du vote sur le projet de loi qui transformerait Israël de État juif et démocratique, ce qui est un oxymoron curieux, mais enfin il y a le mot démocratique, ça présente mieux, en État-nation du peuple juif, ça a provoqué une vraie cassure dans l'opinion et dans la classe politique, et visiblement ce projet n'est pas soumis à la Knesset. Il a été adopté par le gouvernement, mais la Knesset n'en discute pas. Il semble là aussi qu'il y ait... On sent une situation moins monolithique qu'on ne le pense, et moins, comment je dirais, sûre d'elle qu'on ne le pense. Voilà, c'est pas sûr d'elle, c'est dominatrice, ça change pas, mais c'est pas sûr d'elle.